Bon, alors maintenant, on va voir un cours sur les maladies dégénératives. Alors, vous vous rappelez quand on a fait le cours sur les syndromes topographiques, je vous ai dit que une des causes, enfin, des atteintes de l'encéphale, alors, il y avait les maladies, les étiologies tumorales, vasculaires, traumatiques, etc. Et il y avait les maladies dégénératives. Que veut dire le mot dégénératif? Le mot dégénératif, ça veut dire que les cellules d'une certaine région du cerveau commencent à partir les unes après les autres, commencent à dégénérer, à mourir si vous voulez, les unes après les autres. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, cette région-là du cerveau où les cellules vont disparaître, eh bien, elle va perdre sa fonction, bien sûr. Donc, ça peut être, par exemple, la région de la mémoire. Et donc, on va avoir une maladie d'Alzheimer. Ça peut être la région, par exemple, une région responsable de la motricité. On va avoir un déficit moteur, etc. Donc, ça, c'est les maladies dégénératives en neurologie. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, des cellules commencent à mourir comme ça, dégénérer les unes après les autres. D'accord? Donc, ça dépend de la région. On va avoir une symptomatologie qui dépend de la région où il y a ce processus dégénératif. D'accord? Et donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la dégénérescence du motoneurone. Le motoneurone, c'est quoi? C'est le neurone, rappelez-vous, dont le corps cellulaire est situé dans la corne antérieure. Hein? C'est ça ce qu'on appelle le motoneurone. C'est le neurone dont le corps cellulaire, neurone moteur, hein, dont le corps cellulaire est situé dans la corne antérieure. Et rappelez-vous, dans l'axone, il part dans la racine antérieure vers la périphérie. Donc, s'il est atteint, le motoneurone, s'il est atteint, on va avoir un syndrome neurogène périphérique type corne antérieure. C'est-à-dire syndrome neurogène périphérique, déficit généralement distal avec amyotrophie, abolition des réflexes, etc., plus des fasciculations. D'accord? Donc, les maladies dégénératives du motoneurone. What's happened? Bon. Alors, la maladie la plus fréquente des maladies dégénératives, si vous voulez, du motoneurone, c'est la sclérose latérale amyotrophique. La sclérose latérale amyotrophique, elle est dite aussi maladie de Charcot. La sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Donc, c'est une maladie qui va bien sûr toucher le motoneurone au niveau de la corne antérieure, mais qui va toucher aussi d'autres structures. Donc, le substratum anatomique, ce qui est, si vous voulez, commun à toutes ces maladies, c'est la dépopulation neuronale des cornes antérieures, c'est-à-dire le corps cellulaire du neurone moteur au niveau de la corne antérieure vont dégénérer, mourir les uns après les autres, et on va avoir donc des cornes antérieures vides, si vous voulez, vides de motoneurones. D'accord? Donc, dépopulation neuronale des cornes antérieures de la moelle, ça c'est commun à toutes les maladies dégénératives du motoneurone. Plus dans la SLA, qu'est-ce qu'on a? Dans la sclérose latérale amyotrophique, qu'est-ce qu'on a? On a en plus une dégénérescence du faisceau pyramidal. Et on a aussi une dégénérescence des noyaux moteurs du tronc cérébral, d'accord, qui sont généralement les noyaux bulbaires, d'accord. Donc, on se résume, vous avez une atteinte de la corne antérieure, les cellules au niveau de la corne antérieure, c'est-à-dire le motoneurone, qui dégénèrent, qui vont partir, donc on va avoir syndrome neurogène type corne antérieure, plus une dégénérescence du faisceau pyramidal au niveau de la moelle épinière, faisceau pyramidal, rappelez-vous, celui qui ramène l'information du cerveau vers la périphérie, donc le faisceau pyramidal, qui est moteur. Donc, on va avoir un syndrome pyramidal dans cette maladie, plus une atteinte des nerfs crâniens moteurs, des nerfs crâniens bulbaires. Rappelez-vous les nerfs crâniens bulbaires, le 9, le 10, le 11 et le 12. D'accord? Voilà ce qu'on a généralement. Bon, au niveau de tronc cérébral. Alors, d'épidémiologie, bon, l'incidence, on a 1 à 2 cas sur 100 000 habitants par an.
c'est quand même une maladie qui reste assez rare. Prédominance minime, si vous voulez, du sexe masculin, 2 ans pour une femme. L'âge de début vers 50-60 ans. Il existe des cas familiaux. Donc, on a remarqué que certains cas pouvaient se transmettre sur le mode autosomique dominant, 5 à 10% des cas. Donc, il existe des cas familiaux. Alors, de point de vue anatomopathologique, qu'est-ce qui se passe? On a une atteinte des cornes antérieures de la moelle. Ça, c'est l'essentiel. Atteinte des cornes antérieures de la moelle, du motoneurone. Donc, on va avoir une dépopulation neuronale, c'est-à-dire les neurones de la corne antérieure qui vont mourir, partir les uns après les autres, et ils vont être remplacés par du tissu de soutien, qui est la glie, hein, les astrocytes. Donc, les astrocytes qui forment le tissu de soutien. Vous savez que, par exemple, le tissu nerveux, il est constitué de quoi? De neurones et d'un tissu de soutien. Donc, les neurones, c'est le neurone, et il y a le tissu de soutien, c'est la glie, qui est constituée de cellules astrocytaires. Donc, quand les neurones vont mourir, vont partir, ils vont être remplacés par ces astrocytes, ce tissu de soutien, et on appelle ça la gliose, une gliose réactionnaire, c'est-à-dire qui vient compenser la perte de la population neuronale. Et dans la plupart des cas, cette dépopulation neuronale commence au niveau de la moelle cervicale. Voilà. Donc, premièrement, dépopulation au niveau de la corne antérieure. Deuxièmement, je vous ai dit, le faisceau pyramidal aussi, il va être touché. Et donc, on va avoir une démyélinisation. Les nerfs, le faisceau pyramidal, il est constitué de fibres myélinisées. C'est pour ça que ça fait la couleur blanche au niveau de la moelle épinière. Donc, le faisceau pyramidal, il va être démyélinisé. Et quand les nerfs sont démyélinisés, ils ne travaillent plus, si vous voulez. Et donc, on va avoir un syndrome pyramidal. D'accord? Ensuite, au niveau du tronc cérébral. Au niveau du tronc cérébral, c'est les noyaux des nerfs moteurs qui vont être touchés, hein, sauf les oculomoteurs, sauf les nerfs qui font bouger les yeux, les muscles des yeux, qui sont le 3, le 4 et le 6. Donc, ceux-là, ils sont épargnés. Sinon, tout ce qui est nerf moteur, qui a une fonction motrice, aussi, les nerfs crâniens, qui ont une fonction motrice, vont être touchés. Et c'est surtout les nerfs bulbaires, le 9, le 10, le 11 et le 12. Voilà. Au niveau hémisphérique, ce sont la région motrice qui est touchée, c'est-à-dire la région frontale. Vous savez que le lobe frontal, c'est celui qui est responsable de la motricité. Et donc, on va avoir des lésions, donc des cellules de la frontale ascendante qui est responsable de la motricité, qui vont disparaître aussi les unes après les autres et ils vont être remplacés donc par une gliose, c'est-à-dire le tissu de soutien qui va venir remplacer cette atrophie au niveau de la frontale ascendante. D'accord? Donc, vous remarquez ici que c'est une maladie où on n'a que des signes moteurs. La sclérose latérale amyotrophique touche uniquement les cellules motrices. Donc, le motoneurone au niveau de la corne antérieure, le faisceau pyramidal qui est moteur, les noyaux des nerfs crâniens moteurs, la région hémisphérique frontale, donc motrice, etc. Donc, dans cette maladie, on va avoir que des signes moteurs. Alors, comment elle se présente, cette maladie, dans sa forme commune? Généralement, je vous ai dit que le processus dégénératif, il débute surtout au niveau cervical, au niveau de la moelle cervicale. Donc, on va avoir le début, il va toucher d'abord les membres supérieurs. Donc, il généralement un début brachial, les membres supérieurs. Et on va avoir un syndrome paréto-amyotrophique, c'est-à-dire une paralysie avec amyotrophie. Le début brachial, donc le plus fréquent, c'est-à-dire le début par les membres supérieurs, c'est le plus fréquent. Mais on peut avoir exceptionnellement, rarement, c'est-à-dire un début par le membre inférieur. Ça peut exister. Mais la plupart du temps, le début, il commence au membre supérieur. Au membre supérieur, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un déficit musculaire qui va commencer au niveau de l'extrémité distale.
et il va remonter jusqu'au niveau proximal. D'accord? Au niveau distal, ça va commencer par les muscles de la main. On va avoir d'abord une atrophie au niveau du court abducteur du pouce. Ensuite, les muscles interosseux. Ensuite, les muscles de l'éminence ténare et hypoténare. Et c'est ce qu'il va réaliser, la main de singe puis la main en greffe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on va avoir les muscles du pouce qui va être touché, le court abducteur du pouce. Et vous savez que c'est un muscle qui permet de faire l'opposition du pouce par rapport aux autres doigts. Donc, si c'est un muscle qui va s'atrophier, le pouce, il va se mettre, s'il n'a pas l'abduction, donc il va se mettre dans le même axe que les autres doigts. Donc, il n'y aura plus l'opposition. L'abducteur, il permet de mettre le pouce en opposition. Si vous voyez votre main, le pouce est toujours en opposition par rapport aux autres doigts. Donc, s'il y a une atrophie du corps abducteur, donc même le pouce, il va se mettre comme les autres doigts. Et ça va nous donner la main, ça va ressembler à la main de singe. D'accord? Puis, on va avoir, c'est les interosseux qui vont être touchés. Les interosseux, c'est-à-dire les muscles regardez le dos de la main, c'est les muscles entre les os, les muscles entre les os du dos de la main qui vont s'atrophier et donc on va avoir la main en griffe. D'accord? Je vais vous montrer une image. Regardez ici la main de singe, comment elle est. Et regardez la main de l'homme. La main de l'homme, il y a l'opposition du pouce par rapport aux autres doigts. D'accord? Alors que la main de singe, regardez, le pouce, il est comme les autres doigts, dans le même axe. D'accord? Donc ici, regardez quelqu'un qui fait une SLA. Regardez ici, il avait le pouce en opposition par rapport, et quand il y a eu atrophie de l'abducteur du pouce, l'abducteur s'est mis comme les autres doigts et ça a donné un peu cette main de singe. D'accord? Ensuite, regardez les muscles interosseux ici, les interosseux qui sont atrophiés et quand ils s'atrophient, ils vont tirer sur les doigts, comme ça, sur les tendons et ils vont créer cette main en griffe. Donc, on avait la main en singe, la main de singe, après la main en griffe. Voilà. Ensuite, ça c'est au niveau de la main. Ensuite, cette amyotrophie, elle va s'étendre aux muscles de l'avant-bras, ensuite les muscles du bras, de la ceinture scapulaire, les muscles du tronc et de la nuque. Donc, c'est une amyotrophie ascendante, elle commence au niveau de la main et elle monte jusqu'au niveau du tronc et de la nuque. Ça touche d'abord un côté, puis l'autre côté. Ça commence par un bras, ensuite c'est l'autre bras. Et ça se fait toujours de façon asymétrique et asynchrone. Toujours un bras, et là après, c'est l'autre bras qui va être touché. Voilà. Et donc, cette amyotrophie, ça va donner un aspect, on dirait que le malade est amaigri. En fait, c'est l'amyotrophie, les muscles qui sont atrophiés qui donnent cet aspect cachectique au malade. Un aspect d'amaigrissement, un aspect cachectique au malade. Voilà donc comment commence notre syndrome. Bien sûr, s'il y a amyotrophie, automatiquement, on va avoir un déficit, bien sûr, du membre, une paralysie de ce membre qui est amyotrophie pratiquement en entier. Voilà. Au début, on va avoir des crampes qui accompagnent cette amyotrophie. Alors, ça, ce qu'on vient de voir, c'est l'atteinte donc de la corne antérieure, l'atteinte du faisceau pyramidal. Je vous ai dit qu'il y avait aussi une démyélinisation du faisceau pyramidal. Donc, on va avoir des signes moteurs centraux. L'atteinte de la corne antérieure, ça va nous donner des signes périphériques, amyotrophie distale, etc. Et l'atteinte du faisceau pyramidal, on va avoir donc des signes centraux, un syndrome pyramidal. Et quand rappelez-vous votre cours sur le syndrome topographique, le syndrome pyramidal, c'est quoi? C'est des réflexes exagérés, polycinétiques, c'est-à-dire pour une seule stimulation, on a plusieurs réponses, diffusés, c'est-à-dire normalement on tape sur le tendon, on a une réponse, si on tape ailleurs, on n'a
pas de réponse. Mais dans ce cas-là, on tape au-dessus, au-dessous du tendon, on va avoir un réflexe. Donc, c'est un réflexe diffusé. Donc, vif, polycinétique diffusé. On a un clonus du pied. Rappelez-vous, le clonus rotulien, le clonus achilléen. Quand on prend la rotule, qu'on lui imprime un mouvement brusque vers le bas, normalement, il ne se passe rien. Chez un cas de syndrome pyramidal, on va voir des mouvements sans arrêt. Il faut lâcher la rotule pour que ce mouvement disparaisse. Ça, c'est le clonus rotulien. Le clonus achillien, quand on prend le pied du malade, qu'on lui imprime un mouvement brusque vers la jambe, normalement, on n'a rien. Si c'est un syndrome pyramidal, on va avoir le membre, le pied qui pris de secousse. Il faut lâcher le membre pour que ces secousses disparaissent. C'est ça le clonus achillien. Donc, on va avoir des réflexes vifs, clonus du membre inférieur et une hypertonie. Rappelez-vous, l'hypertonie dans le syndrome pyramidal, elle est spastique ou élastique, contrairement à l'extrapyramidal qui est plastique. Donc là, on a une hypertonie spastique qui va prédominer surtout au membre inférieur. Et donc, avec un signe de Babinski. Le syndrome pyramidal, on a un signe de Babinski bilatéral. Des réflexes vifs, un clonus, une spasticité et un signe de Babinski bilatéral. Voilà. Les fasciculations. On a une atteinte de la corne antérieure. Donc, on va avoir des fasciculations. Donc, syndrome neurogène périphérique type corne antérieure, on a des fasciculations qui sont spontanées ou bien provoquées, c'est-à-dire vous pouvez les voir. Vous dites au malade de tirer la langue, vous allez voir les fasciculations de la langue. Vous voyez par exemple sur un muscle, vous pouvez les voir. Si vous ne les voyez pas, vous suspectez une SLA, tapez avec votre marteau réflexe sur un muscle et vous allez voir apparaître ces petits mouvements sans arrêt sous la peau. On dirait un insecte qui marche sous la peau. C'est ça, les fasciculations, qui sont évocatrices donc d'une SLA, sclérose latérale amyotrophique, d'une atteinte de la corne antérieure. Donc, on a vu l'atteinte de la corne antérieure, l'atteinte du faisceau pyramidal, l'atteinte des noyaux bulbaires, des noyaux crâniens, des nerfs bulbaires. Donc, on va avoir, c'est ça en fait qui fait la gravité de la maladie. C'est quand ces noyaux-là sont touchés. Pourquoi? Parce que si vous avez une atteinte du 12, bon, là, vous allez avoir des fasciculations avec amyotrophie de la langue, fasciculation de la langue, d'accord. Mais si vous avez en plus une atteinte du 9 et du 10, donc vous allez avoir une paralysie de labio-pharyngo-laryngée, ce qui fait que vous allez avoir rejet des liquides par le nez, des fausses routes alimentaires, et donc à l'origine d'infections respiratoires, et donc c'est ce qui va conduire, si vous voulez, au décès du malade. C'est à cause de cette atteinte bulbaire, surtout atteinte du 9 et du 10. Voilà. La voix, elle devient nasonnée, bien sûr, puis inarticulée à cause de cette atteinte du bulbaire. D'accord? À ce stade, donc, lorsqu'on a cette atteinte bulbaire avec ces reflux par le nez, fausse route, infection respiratoire, etc., l'issue fatale de la maladie, c'est-à-dire le malade, il ne va pas mettre longtemps pour partir, pour décéder. Voilà. Donc, l'évolution de la maladie, c'est une maladie qui est grave et on n'a aucun traitement. C'est une maladie dégénérative, on n'a aucun traitement pour ces maladies-là. Donc, elle dégénère jusqu'à ce que le malade décède. Voilà. Et le décès survient au bout de 3 à 5 ans. Généralement, il survient, comme je vous ai dit, par une insuffisance respiratoire due à ces infections bronchopulmonaires dues à cette atteinte bulbaire. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui. Alors, Oui, madame. Il existe des formes de la sclérose latérale amyotrophique, des formes cliniques. Alors, on a des formes extensives, c'est-à-dire on a une SLA plus quelque chose. Généralement, des maladies qui ont la même cause, ils peuvent s'associer chez un même malade. Rappelez-vous, hier, quand on a parlé des maladies auto-immunes, on a dit qu'elles pouvaient s'associer, par exemple, polymyosite avec polyarthrite rhumatoïde, etc.
c'est des vrais habitants de l'île, c'est des aborigènes. Donc, on a remarqué chez ces aborigènes qui habitaient dans cette île, ils avaient, imaginez un peu, là, celle-là, qui est une maladie dégénérative qui touche les neurones moteurs, le Parkinson, qui est une maladie dégénérative qui touche le système extrapyramidal, les noyaux gris de la base, et une démence, c'est-à-dire un Alzheimer, qui est une maladie dégénérative qui touche les cellules de la mémoire. Donc, imaginez 3 maladies dégénératives chez le même malade. Ça, on les a observées chez ces habitants de l'île de Guam. Voilà, donc, c'est pour vous dire que les maladies dégénératives peuvent s'associer chez le même patient. Et il existe aussi des formes bulbaires pures, c'est des formes les plus graves. Le malade, il décède très, très vite. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas par la phase d'atteinte des membres, etc. Donc, il va directement faire la forme bulbaire, c'est-à-dire l'atteinte des nerfs crâniens, avec des paralysies, reflux par le nez, infection, et tout ça. Et donc, le malade, il va décéder encore plus vite que dans la forme commune. Voilà. Donc, quels sont les examens complémentaires à demander en cas de seulement un EMG? L'EMG, qui va nous montrer quoi? C'est un tracé, c'est une maladie qui touche la corne antérieure. Donc, on va avoir un syndrome neurogène périphérique, n'est-ce pas? Un syndrome neurogène périphérique, donc on va avoir un tracé pauvre, tracé neurogène, donc tracé pauvre. Mais ce qui fait la différence avec les autres tracés pauvres, les autres syndromes neurogènes, c'est qu'il y a les potentiels de fasciculation. Les potentiels de fasciculation, c'est quoi? On les voit à l'activité spontanée. Comme ce matin, on a parlé des potentiels tout à l'heure. Ah non, hier. Hier, on a parlé des potentiels de fibrillation dans les polymyosites. Ici aussi, lors de l'activité spontanée, c'est-à-dire quand le malade, quand vous faites un EMG, au début, je vous ai dit, vous mettez une électrode sur un muscle et le malade, il ne bouge pas au début. On voit au repos. Et normalement, on n'a rien du tout. Si on a cette activité-là, des potentiels, ça veut dire qu'il y a une atteinte. Les potentiels de fasciculation, donc ça veut dire, ça confirme l'atteinte de la corne antérieure. Donc, on va avoir un tracé pauvre, comme dans tous les syndromes neurogènes, plus des potentiels de fasciculation au repos qui font le diagnostic vraiment de la maladie. Alors, on va voir ces potentiels de fasciculation, je vais vous les montrer. Voilà, ça c'est au repos. Normalement, au repos, on a une ligne comme ça, isoélectrique, on n'a rien du tout. Et là, regardez, on a ce potentiel de fasciculation. Alors, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui. Oui, je Madame, vous j'ai pas écoute. compris quand est-ce qu'on va trouver des potentiels de fasciculation qui sont très gros. Alors, Oui. madame, j'ai Alors, pas on peut compris trouver. madame, quand est-ce qu'on va trouver des... J'ai pas voulu vous détailler tout ça, mais bon, Oui. si vous posez la question, on peut trouver on reprend le truc de tout à l'heure. Regardez. Ça, c'est une fasciculation, mais bénigne. Bénigne. Et ça, regardez, c'est un potentiel géant. C'est une fasciculation très, 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 très ample. D'accord? Et ça, c'est une fasciculation maladie, si vous voulez. Alors, maintenant, justement, je voulais vous parler des fasciculations. Il y a des gens qui font des fasciculations bénignes. D'accord? Des fasciculations au niveau de la langue ou au niveau bénigne, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils ont la SLA. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, des fois, la lèvre qui bouge, l'œil qui bouge un petit peu. D'accord? Donc, ça, c'est des fasciculations bénignes. Parfois, c'est dû au stress, parfois, c'est dû à la fatigue, parfois, c'est dû à un manque de calcium, de vitamine D, etc. Ce sont des fasciculations bénignes et on va avoir cette image-là à l'EMG. La fasciculation maligne, si vous voulez, due à la celle-là, les potentiels sont très importants. On appelle ça les potentiels géants. D'accord?
Madame, vous avez mentionné que au niveau de l'EMJ, on va trouver des tracés qui sont pauvres et accélérés. Pauvre, Normalement. oui, pauvre en potentiel d'action. Pauvre en potentiel d'action, mais accéléré, c'est-à-dire la fréquence est accélérée, mais qui sont pauvres en potentiel d'action. D'accord? Potentiel, c'est-à-dire ils sont accélérés par rapport au tracé neurogène des autres neuropathies. Mais ils restent pauvres en potentiel d'action. D'accord? D'accord, je vais les voir même. Merci, madame. Hmm? Madame, Oui? madame, j'ai une question, madame. Quelle est la différence entre les potentiels de fasciculation et les potentiels de fibrillation qu'on a vus hier? Parce que tous les deux apparaissent sur l'EMG au cours de repos. Au cours de repos, mais ils ne se ressemblent pas. D'accord? Je ne sais pas si vous avez enregistré la conférence. Vous allez revoir les parce que si vous, si vous allez annoncer au malade qu'il a une ACLA, ça veut dire que, euh, c'est-à-dire, c'est comme si vous lui dites, tu vas mourir dans 2, 3 ans, d'accord? Donc, il faut d'abord, avant de dire ça, il faut éliminer les autres diagnostics qui sont curables, d'accord? C'est une maladie qui est très grave. Donc là, il faut vraiment éliminer les autres maladies qui donnent cette symptomatologie-là et qui sont curables, comme par exemple la myélopathie cervicarthrosique. Si quelqu'un a une importante arthrose au niveau cervical, très importante arthrose au niveau cervical, donc cette arthrose, elle va comprimer la moelle, elle va comprimer la corne antérieure, elle va comprimer le faisceau pyramidal, etc. Et donc, on va avoir un peu la même symptomatologie. Amyotrophie du membre supérieur avec main griffe, etc., etc. Alors que ce n'est dû qu'à la cervicarthrose. Donc là, il suffit de faire une radiographie et de voir qu'il y a une importante arthrose et de traiter cette arthrose, on peut même traiter ça chirurgicalement, pour que le malade est libéré et qu'il aille mieux. Donc, il faut toujours éliminer une importante cervicarthrose au niveau, donc une arthrose importante au niveau cervical, qui peut donner la même symptomatologie et qui est curable, qui n'est pas en tout cas fatale. Alors, les dysglobulinémies aussi. Les dysglobulinémies sont les maladies. Est-ce que vous avez fait l'hémato? Oui, madame. Oui. Donc, vous avez fait le Kaller, le Waldenstrom, les dysglobulinémies. Donc, les dysglobulinémies aussi peuvent toucher le système nerveux, donc les cellules, les motoneurones de la corne antérieure et donner la même symptomatologie. D'accord? Les hyperparathyroïdies aussi, la thème des parathyroïdes, des hyperparathyroïdies, peuvent donner aussi, peuvent se donner des complications neurologiques type corne antérieure. Et donc, il suffit de traiter l'hyperparathyroïdie pour que tout rentre dans l'ordre. Les avitaminoses B12, B9, quand on manque de vitamines, quand on a une carence en B9, B12, ça peut donner aussi une atteinte de la corne antérieure et donner la même symptomatologie. Donc, il suffit de donner de la B9 ou de la B12 au malade pour que tout rentre dans l'ordre. Donc, avant d'annoncer un diagnostic comme ça à un malade, il faut d'abord vraiment s'assurer et il faut éliminer tous les autres diagnostics qu'on peut quand même guérir. Voilà. Le traitement, alors vous imaginez bien que, étant donné que c'est une maladie dégénérative, aucun traitement curatif. Il faut juste, quand vous annoncez un diagnostic comme ça, psychothérapie, kinésithérapie, c'est des malades qui vont vous faire quoi? Une spasticité. Donc, qui dit spasticité dit rétraction. Donc,
le malade, on doit lui faire des massages, de la kinésithérapie, rééducation fonctionnelle, etc., pour ne pas qu'il fasse des rétractions et pour ne pas qu'il ait des douleurs. D'accord? Alors, surtout, quand il commence à voir, quand il devient complètement paralysé, hein, et il va garder le lit, il va faire des complications du décubitus, des escarres, les infections urinaires, etc. Et c'est ça, c'est les infections du décubitus qui tuent aussi le malade. Donc là, attention aux complications du décubitus. Donc le nursing. Et il faut traiter la spasticité. Donc, le malade, il est spastique. Donc, il va faire des rétractions, il va avoir mal, etc. On peut donner un antispastique, soit en sous-cutané, soit le baclofène, de l'urézal. C'est un antispastique qui permet un relâchement musculaire. D'accord? Et on peut donner un médicament qu'on appelle le Riluzol. C'est des comprimés de 50 mg. On donne 2 comprimés par jour. Et le Riluzol, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il ne va pas guérir le malade, il va juste retarder un peu les troubles respiratoires, l'apparition des troubles respiratoires qui, en fait, c'est ces troubles respiratoires qui vont emporter le malade. Voilà. En fait, il n'y a pas un traitement curatif pour cette maladie. Est-ce que ça va pour cette maladie? Oui, madame. Bon, on a vu la principale maladie qui touche la corne antérieure. Donc, le titre de notre cours, si vous voulez, c'est les maladies du motoneurone. Et on a vu la maladie la plus fréquente du motoneurone, qui est la sclérose latérale amyotrophique, où on a une atteinte du motoneurone plus une atteinte du faisceau pyramidal, des noyaux bulbaires, etc. D'accord? Mais on a d'autres maladies qui sont rares, mais qui touchent aussi les motoneurones. Étant donné qu'ils sont rares, on ne va pas les détailler. Sachez seulement qu'elles existent. Alors, c'est ce qu'on appelle l'amyotrophie spinale, les amyotrophies spinales progressives. Amyotrophie spinale, c'est-à-dire médulaire, c'est-à-dire de la corne antérieure au niveau de la moelle. Progressive, c'est des maladies qui progressent progressivement jusqu'à donner un handicap total et parfois même le décès. Donc, les amyotrophies spinales progressives, elles sont aussi héréditaires et elles peuvent toucher l'enfant. On a les ASP de l'enfant, donc type 1, type 2, type 3, type 4. Bon, ce n'est pas la peine de détailler, elles sont très, très rares. Vous avez les ASP de l'adulte, les amyotrophies spinales de l'adulte. Alors, dans les amyotrophies spinales, généralement, vous n'avez que l'atteinte du motoneurone. D'accord? On n'a que l'atteinte du motoneurone. Donc, on a aussi celle des adultes, la myotrophie bulbospinale, la maladie de Kennedy, etc. Et c'est des maladies, c'est des maladies qui existent, mais qui sont rares. Hein. Et vous avez les paraplégies spastiques familiales, qui sont aussi des maladies touchant la moelle épinière, la corne antérieure de la moelle épinière, et qui peuvent être transmission héréditaire, autosomique dominante, récessive, dialyx, etc. Donc, sachez que ces maladies existent, mais qui sont exceptionnelles, rares, donc on ne les voit pas tout le temps. D'accord? Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions à poser?